J'ai eu mon tout premier client à l'âge de 15 ans. J'avais vendu avec le Shell à 50 dirhams. On fait un chiffre d'affaires aujourd'hui de 22 millions de dirhams. On a vraiment des clients dans tout type d'industrie, privée, étatique, multinationale. Moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat avant même de savoir ce que c'était que entreprendre. Aujourd'hui, on reçoit Hamza Aboulfeth, un entrepreneur marocain qui a touché à de nombreux secteurs. Il est le fondateur de Genius Communication, un des leaders marocains dans l'hébergement de sites web. Il nous raconte aujourd'hui son histoire étape par étape et nous donne tous ses conseils pour entreprendre au Maroc. C'était la partie geek entre guillemets qui m'intéressait. Si quelqu'un aux États-Unis qui s'intéresse à Hamza Aboulfeth pour écrire un livre, donc j'ai voulu écrire ce livre. Un entrepreneur peut se planter, un entrepreneur se plante, mais ce qui est sûr, c'est que plus il entreprend, plus il gagne une certaine crédibilité, un certain poids. Pour moi, c'est ça l'entrepreneuriat. Finalement, c'est quoi l'objectif? Ce chiffre m'étonne toujours. 90% d'entre vous qui écoutez ce podcast régulièrement n'êtes toujours pas abonnés à la chaîne. Donc une seule chose, si vous aimez ce qu'on fait, si vous aimez ces podcasts et que vous voulez nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne. Ça nous aide énormément. On va continuer à faire venir des invités super intéressants et à vous proposer des podcasts de qualité. Hamza Aboulfeth, bienvenue. Merci. On est là très content de te recevoir. Vraiment super content. En plus, on a discuté un petit peu. C'était super intéressant. Anna, ce qui m'a marqué dans ton parcours, on se connaît depuis pas longtemps, mais ce qui m'a marqué, c'est toutes les choses que tu fais. Toutes les entreprises différentes, les projets, les nouveaux. Et là, on discute depuis tout à l'heure et déjà, tu me disais que peut-être il y aura encore de nouveaux projets ou qu'il y a encore des choses que tu lances. Donc voilà, bienvenue. Je suis très content de te recevoir. J'aimerais aujourd'hui revenir un peu sur ton parcours, comprendre comment tu as lancé tous ces projets-là et qu'on apprenne un petit peu à te connaître. Bien sûr. Super. Merci beaucoup déjà de m'avoir invité. Et je me ferai un plaisir de combler les trous. Parfait. Pour commencer, j'ai envie pour te présenter de lire ta bio LinkedIn parce que je l'ai trouvée très intéressante. Et tu vas compléter aussi en te présentant après. Pour le coup, je sais même plus ce qu'il y a dans cette... Alors, elle était en anglais et là, je vais la dire en français. Donc, Hamza est un autodidacte, serial entrepreneur qui s'est lancé dans le business à un jeune âge à 17 ans, drop-out des études à 21 ans, accrédité ICANN à 24, a participé au World Economic Forum à 25, Harvard à 26, Hajj et Burning Man à 27, marié à 28, un enfant à 29 ans et a combattu un cancer à 30 ans. Ouais, bah oui. Donc, du coup, c'était là, ce que j'avais dit tout à l'heure, c'était la bio pour le livre. Donc, du coup, quand j'avais sorti le livre, il fallait une description plutôt petite bio, justement, de Ada. Et j'avais choisi, justement, c'est ce qu'on va retrouver, au fait. Dans le livre, tu vas nous raconter aussi le livre qui est super intéressant, qui s'appelle From Start-Upper to Cancer Fighter. Et ça raconte tous tes projets, etc. Est-ce que c'est une bonne présentation? Comment tu te présentes? Écoute, non, mais écoute, pour quelqu'un qui me connaît pas, je pense que c'est une belle présentation. Maintenant, il faudrait peut-être une deuxième présentation de 30 ans à 38 ans aujourd'hui. Ouais. 39 ans le mois prochain et 40 ans l'année prochaine. Écoute, il y a encore des choses à écrire, en fait. Peut-être pas un deuxième livre, parce que bon, l'écriture et la lecture, c'est pas vraiment mon passe-temps préféré. D'ailleurs, tu as dû voir le documentaire, on en reviendra. Ouais. J'aurais pu écrire au fait un livre, l'expérience du Gel le Ranch. Et j'ai choisi de le faire au mode documentaire, en fait. Ouais. Mais ça part vraiment du même esprit, vraiment le fait de partager. De raconter, c'est important. C'est important de raconter ce que... Ouais, immortaliser ce qu'on a vécu, en fait. C'est important. Ça en tire. Parce que tu le fais sur les réseaux sociaux, il y a le livre, il y a le film sur le ranch qui est en train de sortir. Donc, tu as cette habitude de raconter en même temps. Exact. Moi, ça m'a jamais dérangé, le fait de raconter, même des choses des projets, des trucs qui sont toujours en cours de réalisation. Alors, tout le monde, il est en mode, non, je raconterai pas. Ouais.
Moi, ça me dérange pas, en fait. Ça me dérange pas. Black, si c'est partagé, si c'est voué à l'échec, bah, je préfère que ça échoue vraiment à l'état embryonnaire. Mais Black, ça me permet, au fait, aussi de raconter. C'est aussi une façon d'avoir des feedbacks, une façon d'affiner ma pensée, d'affiner le produit que je suis en train de faire. Mais c'est toute la tendance. Aujourd'hui, on appelle ça le build in public. Les entrepreneurs qui racontent en même temps ce qu'ils font pour avoir du feedback, etc. Voilà, comme ça, tu fais du build in public depuis longtemps, avant que ça devienne une trend, en fait. C'est sûr. Après, l'expérience, le ranch, ça a été fascinant pour les gens, justement, parce que j'ai commencé à être... Alors, le vidéo Bleu Ranch, c'est intéressant, mais du coup, peut-être commence par nous présenter un petit peu le projet, donc qui est le dernier projet que tu as lancé. Peut-être raconte-nous ce que c'est, et après tu nous racontes justement comment tu as raconté ça depuis le début. Au fait, au début, c'était le firma, tu vois. J'avais pris un terrain. Marrakech, donc déjà, Marrakech. Effectivement, la région de Tahnaout, à 30 minutes de chez moi, donc du coup, c'était pas loin. Et la proximité, c'était important parce que je voulais pas acheter le truc tellement bête que tu excellais. Pour aller au boulot, moi je suis. Donc au début, c'est un projet personnel. Ouais. Bridge Firma, 30 minutes, vraiment pas loin, effectivement. Donc c'est vraiment parti de cet esprit-là. Après, toujours en mode projet personnel, je racontais, je partageais en gros les différentes challenges, les différentes difficultés que je parcourais, etc. Et du coup, je fais ça principalement sur Instagram. Et donc, du coup, gars, les qui me followaient à l'époque, ils commençaient à s'intéresser au truc. Et ils ont suivi justement cette histoire-là. Au début, c'était un terrain vierge. À ce jour, les gens, je reçois vraiment chaque semaine des messages pour me dire on a suivi l'histoire من الأول. Exactement. Et le fait de suivre le truc من الأول كتشوفوا غادي وكيكبر اللي كتشوفوا finalement اللي هذوك كتشوفوا surtout كتشوفوا aujourd'hui le résultat final. Ça fait que tout le monde se sent exactement. Et c'est important en fait, et ça motive un point incroyable parce que finalement on a vu, on a été témoin de quand c'est difficile, il faut continuer parce que exactement. Après, c'est sûr, quand tu te fixes des deadlines, etc. Donc, t'as pas. Donc ça commence comme une firma. Donc le terrain. J'ai trouvé le terrain, donc vraiment pour faire ça en 1 minute. Donc j'ai trouvé le terrain. J'ai essayé de trouver de l'eau. J'ai pas trouvé de l'eau. Et du coup, en fait, donc, en fait, le chemin le plus court, c'est le chemin droit. Ok. Sauf que le chemin droit, il y a l'autoroute, donc elle est كثيرة. Sauf que quand l'autoroute محبوسة, donc tu es obligé de rentrer par le patelin. Et c'est comme ça, en fait. Notre vie, elle est comme ça, en fait. Tout ce qu'on fait. Et d'ailleurs, c'est n'importe quel entrepreneur à Djibouna, il va te raconter son histoire. À la base, il voulait juste aller à côté. Et finalement, il y a un truc et c'est ça la vie, en fait. C'est donc les différents challenges, les différentes difficultés, les différents... que la vie, justement, quand on vit finalement, les choses ils ne se passent pas du tout comme on le souhaite comme le premier jour. Et on commence à dévier, et bien sûr, tu sais que tu vas tout droit. Finalement, je dis à droite, tu connais pas le chemin, tu vas découvrir. Mais sauf que ce que tu vas trouver à droite, c'est ça t'ouvre d'autres trucs اللي ما فكرتيش فيهم النهار الاول. دونك بقيت غادي بحال هكاك الناس سميتو ندير ليلفاج، درت ليلفاج وليت لا attends قبل ما نوصلوا لهذا كيفاش لقيتي الماء؟ Ça, je pense que tu racontes dans le film. Le film, il sort. Il sort bientôt, donc le 25 on aura toute l'histoire. Juste pour aider l'histoire, parce que je pense que c'est intéressant de voir comment
وقع لك هذا المشكل qui est central, tu veux faire un projet. Exactement, t'as pas d'eau, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Ça devient le sujet numéro 1. Exact. Donc كيفاش درتي؟ الماء en fait c'était chaque دوار هذا عندهم une association ديال الماء ديالهم en fait. Donc ils distribuent l'eau et donc du coup j'ai pris de l'eau من عندهم comme un voisin qui سميتو دوزت ديك الساعه à l'époque 2 كيلومتر ديال القادوس من عندهم لعندي. اوكي اي صافي وصلت دونك وليت كنحل الروبيني وكيخرج الماء دونك اون فوا كتحل الروبيني وكيخرج الماء ديك الساعه فوالا باسكو فينالمون بور فيغ دي ليلفاج شنو خاص هذوك لي زانيمو يفو كيل بوا عندك ديجا لا كونستركسيون اي السيما هي الاخرى خصك الماء باش تيغسل الماء في لا كونستركسيون pour et ça consomme de l'eau la construction oui ça consomme énormément d'eau donc du coup il fallait de l'eau pour la construction donc une fois on a fait parce que il y a deux choses en fait quand tu fais l'élevage donc soit tu produis ta bouffe la bouffe l'alf pour les animaux et du coup au bout d'un moment j'en ai produit j'avais fait au fait une chambre d'hydroponie donc l'hydroponie donc les chambres double automatisées et ça te pousse donc ça pour faire de l'orge voilà des pour planter ولكن ماشي في الارض exactement hors sol c'est de la culture hors sol j'avais fait vertical farming exactement c'est exactement ça donc j'avais fait un module pour produire jusqu'à 1 tonne de fourrage hydroponique par jour. Il te faut moins d'eau. Exactement. Le مشكل دابا اللي جا سميتو جا مع le prix de l'orge qui a augmenté avec le la sécheresse, ça n'a pas du tout aidé. Et donc, ce qui fait même avec la production de l'orge, etc., c'était pas ça. Donc je pouvais pas vraiment aller avec le truc de l'élevage. Donc premier projet كانت فيرما ولكن il y avait le projet de l'élevage. Effectivement. Ça c'était la route كانت محبوسه ياك. Ensuite il fallait switcher. هي فاش je suis switché c'est venu فهمتي pour j'avais déjà pas mal d'animaux. من الاول j'avais ramené vraiment شويه من الحاجه mais il y avait beaucoup une diversité énorme, que ce soit les canards, que ce soit les moutons, que ce soit les djej, enfin vraiment plein de races différentes. Et il a dit que plus je partageais, plus les gens ils posaient cette question: est-ce que tu comptes ouvrir au public? Est-ce qu'on peut venir visiter? Voir les animaux. Et là, c'est là où je me suis dit pourquoi pas? Parce que tant qu'il y a un intérêt, tant que les gens ils demandent d'avoir. Après les gens ils يقدروا يصدموك aussi يقدروا فهمتي كيزيدوا القرض البنان. Donc en fait ça se trouve ils peuvent toujours t'applaudir parce que finalement lui il t'envoie un petit message, toi tu te dis après s'il faut vraiment se déplacer et peut-être payer parce que ça coûte d'avoir un projet comme ça, donc tu vas avoir un coût d'entrée quand même. Est-ce qu'il y aura vraiment des gens qui réagissent? Donc c'est deux choses différentes. Exactement. Bien sûr. Après j'étais en mode oui bon j'avais dit que la ferme c'était archaïque hein, c'était vraiment très très basique. Il y avait effectivement les enclos, il y a les animaux etc. mais pas le meilleur enclos, il y avait pas les passages, il y avait pas et donc du coup j'étais en mode ok je vais tenter justement cette expérience là. Après au pire si ça marche pas, et je disais ça à mes collègues اللي خدامين معايا في لورانج نقول ما يخدمش هذا الشيء هذا مثلا نسد الباب ونتعرى ونبقى ندور هنايا عريان. هذاك هو الربح عندي. Quand tu pars de ce principe là, crois-moi, au pire je vais être avec mes animaux dans ma ferme. Et je suis en train de faire un truc pour moi. OK. Et le mindset هذا à ce jour, tout ce que je fais mec c'est pour moi. C'est pas pour les clients. OK. Et quand on fait des choses pour soi, on va pas faire un truc meilleur en fait. Parce que j'en parlais récemment avec un ami et on se disait c'est ça, c'est en fait il a dit un truc d'une manière égoïste. En général, et en général ça va plaire. Et en général si tu le fais pour toi, il y a probablement d'autres gens qui pensent comme toi et qui vont vouloir cette chose que tu fais. Donc c'est sûr. Après le feedback, que ça soit les clients, c'est important aussi parce que finalement
même si je dis que je fais ça pour moi, je le fais aussi pour les clients. Donc, quand il va faire une remarque, chaque remarque, tu peux même pas imaginer le nombre de fois qu'il va dire français. Parce que كاين هذيك la remarque constructive, كاين هذيك la remarque ديال كتقولها دي بون سي feedback تحطو في mode feedback. Mais moi, je suis toujours dans l'apprentissage, dans l'excellence. Quand je dis dans l'excellence, je veux ce que je suis en train de faire, je veux l'améliorer, je veux qu'il soit le mieux possible, mais toujours dans l'évolution. Mais si d'ailleurs, j'avais ouvert mon truc au public depuis plus de 2 ans, avant que ça ne soit vraiment prêt. Et c'est important l'approche ديال tu expérimentes. Commence. Tu démarres et tu expérimentes et tu... En fait, c'est une sorte d'apprentissage, mais continu. Donc, et une amélioration continue. Donc, Laurence ديال اليوم ماشي هو Laurence ديال هادي 3 سنين ماشي هادي ديال هادي 4 سنين ماشي ديال هادي une semaine. On est là, hein, vraiment. الناس اللي كيجيو دابا assez souvent راه كيجي كيخبر en un mois كيجي qu'il trouve un nouveau truc et toujours comment je peux améliorer cette expérience-là. Et donc là, tu fais la ferme pédagogique, ça continue à évoluer. Et là, depuis 2 ans, il y a aussi la possibilité d'accueillir des gens comme un resort, comme un hôtel. Effectivement. Donc, pour l'hébergement. Avec des DOM. Après des DOM, on est passé à un hôtel finalement. Et l'hôtel, il fallait que je construise un hôtel pour mes autorisations. Parce que pour l'autorisation, il faut que la construction principale finalisée. Avec certaines règles. Bien sûr. Parce que quand j'ai voulu faire la construction, alors déjà pour construire, c'était... Je construisais une maison de campagne. Parce que j'étais autorisé à construire une maison de campagne. Parce que c'est un terrain agricole. Et quand tu as un terrain agricole de plus d'1 hectare, tu as la possibilité de construire un certain quota. La taille exactement, de maison de campagne. Donc, c'était ça le truc initial. Sauf que la maison de campagne, en répondant au cahier des charges d'une maison d'hôte / ferme d'hôte. D'accord. Comme ça, c'est là où j'ai fait... alors, il fallait prendre le permis de construire, conformité, permis d'habiter. Donc, quand tu as le permis d'habiter, comme tu es autorisé à vivre là-bas. Après, j'ai fait un changement d'affectation. Donc, tu changes même de la maison de campagne vers la ferme pédagogique, enfin, vers la ferme d'hôte. Et il y a les dernières après coup pour avoir justement mes autorisations. Excellent. Donc, c'était vraiment... pour en arriver là. Mais alhamdoulilah, ça a été fait, ça a été risqué parce que à tout moment j'aurais pu me planter la partie paperasse, mais alhamdoulilah. Donc là, il y a les hébergements, il y a la maison d'hôte, enfin les hébergements plus les dômes. Et tu me disais tout à l'heure, il va y avoir des nouvelles choses qui se lancent, etc. Et le film sort bientôt, donc tout le monde pourra le voir. Alors, d'abord, on discute depuis un petit moment où je pense que les gens qui ne te connaissent pas, ils se disent donc c'est un entrepreneur dans l'hospitality. Ouais. En fait, l'histoire, elle commence pas du tout comme ça. Et pendant plutôt 10-15 ans, tu fais quelque chose et tu fais toujours quelque chose qui n'a rien à voir. C'est que tu fais de la tech ou de l'IT, ou ça dépend comment on appelle ça. Parce que dans la présentation que je te dis tout à l'heure, il y avait s'est lancé dans le business à 17 ans. Exact. Donc comment tu t'es lancé dans le business à 17 ans? 17 ans, c'est 2003. OK. 17 ans, c'est 2003, c'est il y a 22 ans. OK. J'étais toujours dans le même domaine, l'hébergement. Mais cette fois-ci, l'hébergement web. L'hébergement web. Et tu sais, c'était marrant. Donc, une petite parenthèse rapidement par rapport à ça et on laisse Laurence de côté pour se focaliser sur Genius. J'étais en train de voir des trucs. Je suis tombé au fait sur un mail قديم datant de 2009-2010 fait geniusresort.com. Quelque part dans ma tête. حطيت هذا الدومين.
Bon, je l'avais enregistré, je l'avais plus renouvelé, mais je l'avais enregistré à un moment. Donc, effectivement, 20 ans plus tard, j'ai fait un resort. Tu fais un resort. Je fais un resort, vraiment par pur hasard. Donc, tu mourrais. Tu sais, parce que, encore une fois, les idées, on en reçoit enfin, on en a des dizaines par jour. Maintenant, avoir une idée, c'est une chose. La concrétiser, c'est autre chose. Donc, le domaine, enfin, mon domaine de prédilection, c'était le web, l'hébergement. Donc, j'ai eu mon tout premier client à l'âge de 15 ans. J'avais vendu un compte, un shell sur un serveur Linux piraté. Donc, c'est-à-dire Ouais, donc, en fait, un shell, c'est un compte, une machine Linux. OK. Et Linux, c'est un système d'exploitation, Windows, effectivement. Mais plus utilisé. On met une gauche des geeks, mais plus des gens qui aiment vraiment beaucoup la tech. Ça dépend quand. À l'époque, je pense que c'était utilisé par pas mal de gens. OK. Donc, et à l'époque, quand j'ai démarré sur le web, j'avais 12-13 ans. 12-13 ans, c'était IRC. IRC, le Mirc. Mirc, il y a très longtemps, en fait. C'était 99, 98, 97, 98, 99. Comment tu as eu à 15 ans l'idée de faire ça? Parce que c'est assez technique, là. Oui, certes. Ça veut dire que tu étais déjà tombé depuis quelques années, les machines. Effectivement, c'était la partie geek, entre guillemets, qui m'intéressait. C'était tout ce qui était piratage, tout ce qui était serveur web. Je m'intéressais vraiment au côté technique de la chose. OK. Et avec le côté technique de la chose, c'est ce qui m'a permis finalement de me lancer dans l'hébergement. Parce que finalement, l'hébergement web, c'est quoi? C'est un serveur, c'est que technique en fait. Donc, j'avais la compétence en piratant. Plus je piratais, plus je savais en gros comment fonctionnait un serveur web, comment fonctionnait un serveur base de données, les emails, etc., les DNS. Et donc, vous étiez avec le hacking. Vraiment, exact. Okay. Oui. Donc, vraiment, on plein dedans. IRC, c'était il n'y avait pas de truc pour faire de la correspondance ou pour faire le chat, entre guillemets. Il n'y avait que le IRC, en fait. Okay. Et le IRC, déjà, on devait se connecter par ligne de commande, etc. Donc, c'était très, très technique. C'était très technique de faire de la communication, en fait. Pour parler avec quelqu'un, il faut se connecter sur un serveur. Donc, et moi, j'étais en plein dedans, en fait. OK. Et le côté هذاك الشيء اللي كنت كنتعلمه كنت كنقول tiens ouais مزيان ce jeu pirate c'est bien mais il y a moyen d'utiliser ça à bon escient en fait. Et donc ديك الساعه فاش j'ai commencé il y avait un intérêt pour étudier les PSI-BNC, les egg drops, etc. Alors, il y a beaucoup de mots qu'on connaît pas. En fait, c'est justement pour rentrer vraiment dans les détails de l'Hadam, mais en gros, c'était egg drop, c'était un bot en fait, un bot qu'on programmait avec un script. Donc que t'attends avec le bot soit il fait des recherches sur le web, soit que t'attends il calculatrice. Vraiment un bot tu le fais, tu développes déjà avec le script dialogue باش يبدا يجي هذيك الخدمه. où il y avait aussi les BNC, c'est des trucs encore une fois très techniques ou très anciens qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Mais en gros, donc c'était ça mon école à moi. Mon هادشي لقيتي ton premier client à 15 ans. Exactement. Je lui avais vendu un compte Shelf, un serveur piraté. Une école qui enseignait l'informatique et qui enseigne toujours l'informatique au Maroc. Et donc, j'avais vendu avec le shell à 50 dirhams. Et j'avais pas de pièce d'identité. Il m'avait envoyé les 50 dirhams par mandat postal. Et je pouvais pas retirer cet argent-là parce que j'avais pas de pièce d'identité. On m'avait demandé une pièce... Enfin, 2 personnes qui ont une pièce d'identité qui peuvent signer à ma place. Okay. J'avais ramené ma tante et ma mère pour faire ça, pour récupérer justement ces 50 dirhams. Donc ça, c'était vraiment mon tout premier client.
Après, c'était toujours, encore une fois, pendant 2 ans du piratage de 2001 à 2003. Ouais. Donc 2003, 17 ans, et je vais vraiment, j'ai envie de travailler l'hébergement web. Encore une fois, j'avais mes études Donc là, en tu parallèle. continues à faire Helchi, donc avec des clients, etc. Ouais, je commençais à avoir des à 17 clients. ans, tu te dis, bon, je veux vraiment faire ma boîte. Exactement, web. exactement. C'est là où j'avais enregistré le nom de domaine genius.net. Ok. Et j'ai commencé à avoir des clients pour des domaines, pour de l'hébergement, pour de la messagerie, etc. Tout en faisant le tout, donc commercial. Et mon réseau bda l'IRC, en fait. Donc, c'était j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, ou petit à petit. Donc 17 ans, tu crées la boîte. Tu crées Genius. Alors, j'avais enregistré le domaine genius.net, j'avais créé un site, donc j'avais la société elle a été créée 4 ans plus tard, donc en 2007. Donc c'est là où j'avais loué mon premier bureau, j'avais créé la boîte, donc j'avais embauché mes à 17 ans, tu commences à structurer, avec une barre le lycée, etc. Ouais. J'avais d'ailleurs échoué mon bac l'âme justement à 17 ans, out l'âme d'Yali. Tant bien que mal. J'avais un problème en fait de paiement pour payer mes fournisseurs, mes factures, etc. Et il fallait au fait que je sorte du Maroc pour que je puisse être à l'étranger pour ne plus avoir à dire que la barrière d'elle, créer un compte PayPal, payer mes fournisseurs, etc. Exactement. Okay. Donc du coup ça vraiment. Il y a dit que l'année d'après j'ai eu mon bac. J'ai pu avoir une inscription à Lille, en France. Donc, j'ai passé 2 ans, puis 1 an à Paris. La deuxième année, j'ai rien foutu, parce qu'encore une fois... Donc, tu continues à faire ton business à distance. À distance, oui. Par contre, là, tu as de quoi payer. J'avais des comptes plus facilement. J'avais plus de clients, j'avais des hadas et j'avais une structure. Parce qu'avant, je travaillais en freelance, donc au Black, donc j'avais pas comment tu gères ça? Comment tu arrives à avoir tes études et continuer à monter ta boîte en parallèle? À distance en plus. L'année j'ai rien foutu dans le Qaya, donc c'était un choix sympathique. L'année sabbatique sympathique, donc c'était ça. La deuxième année, j'ai fait un BTS en informatique. Et à la fin je devais effectuer un stage en fait, pour valider ma première année. J'ai choisi de le faire au Maroc. Okay. J'en ai profité pour créer ma boîte. J'avais rendu une attestation de stage signée par moi-même. Je te promets. Je sous-signais Hamza Aboulfath. Prends en stage Hamza Aboulfath. J'avais validé ma première année. Et ma deuxième année, j'ai pu avoir une inscription Epitech. Epitech Paris. Donc, j'avais intégré ma deuxième année à Epitech. Et quand j'étais à Epitech, je travaillais toujours à distance. J'ai eu un gros client à l'époque, Adopte un mec. Donc, je gérais toute la partie hébergement d'Yelhom. Donc, tu prenais des clients là-bas aussi? C'était le client principal que j'avais pris. Le reste des clients, c'était principalement au Maroc. Et au bout d'un moment, en fait, j'arrivais plus à gérer entre les deux, le Qraya ou le Hada. J'ai dû laisser tomber le Qraya pour rentrer au Maroc. Et, donc, c'est ça. Donc là, tu as 20 ans, 21 ans. Et tu te dis, soit le business, soit le Qraya. Et tu drop out. Comment ça s'est passé, le moment? C'était facile à décider, les parents. Le business, ça marchait déjà, donc tu t'es dit, j'ai une sécurité. C'était quoi la situation? Comment tu as décidé? En fait, c'est que ça vraiment à fond ce métaux. Donc, la boîte, on générait pas encore énormément de résultats positifs. Donc, en fait, vu que Genius, il faut dire que c'est une boîte qui a démarré de rien. On n'a jamais eu de levée de fonds. On n'a jamais fait appel à un crédit bancaire. On n'a jamais eu... Et donc, du coup, c'était toujours avec l'évolution... le terme qui me... Organique. Ouais. Organique, vraiment, tout ce qu'on gagnait, on l'investissait encore, jusqu'à aujourd'hui, en fait. Donc, on continue toujours à faire la même chose.
Maintenant, bon, on génère bien sûr depuis 10 ans, pratiquement depuis 2015, on génère un résultat positif et depuis 2015, bah, je peux prendre des dividendes, etc. C'est ce qui m'a permis effectivement de financer les autres projets. Et donc au début, là à ce moment-là, tu fais pas trop de résultats positifs pour l'instant. Mais ça a marché. Mais ça marche. Il y a des clients, il y a une dynamique où tu y crois. Exactement. Ou comment tu décides de quitter les études? Écoute, c'était sur un coup de tête. C'était sur un coup de tête. Au fond, je voulais continuer à faire des études, aller au Canada. Pourquoi le Canada? Parce que mon fournisseur, il était là-bas. Après, j'avais un pote qui était venu chez moi. Je parle plus en détail de la période à dire le livre. Mais il y avait un pote qui était venu. Bon, en gros, il m'a conseillé de rentrer au Maroc et me concentrer sur mon boulot parce que je gérais à distance et c'était pas ça au fait. Ça a tourné ولكن الحاجه اللي كتخدم عليها il faut être là. Et فاش دخلت je suis entré sur un coup de tête. Donc quand je dis sur un coup de tête, donc il m'a parlé aujourd'hui, 2 jours plus tard, j'étais déjà au Maroc en ayant tout laissé tomber, tout résilié, lâché mon appart en 2 jours. 48 heures. 48 heures, je suis rentré au Maroc, je suis rentré à Marrakech Floul. دوزت واحد 3-4 mois à Marrakech. Après, je suis parti à Casa. Je me suis installé à Casa après avoir ouvert un bureau sur place à Casa. Je suis resté à Casa. Incroyable. La décision comme ça du jour au lendemain. De manière générale, tu décides rapidement. Sur tous les sujets ou là, il s'est passé un truc. Assez rapidement. Mais en fait, c'est des choses qui sont déjà في مخك. Et عندك هذاك الكولت واحد هذاك le déclic effectivement quand tu as envie de faire ça. Donc alhamdoulilah, c'était une bonne décision parce que il fallait que je rentre. Et plus je suis rentré, c'est là où Genius vraiment elle a commencé à prendre. Ça là, on faisait à peine 1 million de dirhams. Je pense 2007, 2000. Je suis rentré en 2008 en fait. Donc du coup, en 2008, on faisait à peine 1 million de dirhams de chiffre d'affaires. Avec ça, mais c'était pas ça encore. En fait, c'était la galère. Frais quand même. Oui, j'avais dit que ça déjà on était 5-6 personnes. Il y avait les serveurs à payer, le loyer, toutes les charges qui vont avec. On était tout petit encore une fois, donc on n'avait pas les moyens de nos ambitions, parce que pour faire de la promotion, pour se faire connaître, mais alhamdoulilah, on a fait Tratlna en fait, Tratlna vraiment, parce que encore une fois, tu fais un truc from scratch. On voulait juste vous partager un nouveau projet. On a lancé la Next Wave Letter. Toutes les semaines, on vous envoie 5 insights, stratégies et conseils issus de nos discussions exclusives avec les plus grands CEO et entrepreneurs marocains. Donc, si vous voulez recevoir la Next Wave Letter directement dans votre boîte mail toutes les semaines, inscrivez-vous. Le lien est en description de cet épisode. Les années, en 2005 2008 à la 2008. Les années ensuite où donc Fichil Casa déjà. Ouais. Je pense tu t'es dit naturellement il fallait à Casa. OK. Marrakech aujourd'hui, je suis installé à Marrakech, mais on a toujours les bureaux à Casa, Rabat. Mais Marrakech aujourd'hui, moi j'y suis pour mon bien-être personnel. Mais si tu veux bosser, c'est à Casa que ça se passe. Et alors comment ça se passe les années où tu développes Genius? Parce que là tu es très jeune, en fait tu as commencé à entreprendre à 15-17 ans, j'avais 21 la boîte, ans, à 21 ans, tu rentres et tu te mets à fond sur la boîte. Ça reste très jeune. Beaucoup de gens qui finissent les études à 25, 26. Donc les années où tu développes la boîte, comment ça se passe? Écoute, c'était... Alors déjà, l'âge, j'avais intégré le Technopark. À l'époque, j'étais le plus jeune entrepreneur au Technopark. Donc à 21 ans, donc en 2008, je me suis installé au Technopark et on est resté au Technopark jusqu'à 2012, un truc comme ça, 2012-2013. Et on avait déménagé Fada parce que déjà on pouvait pas plus rester et surtout on avait besoin de plus d'espace. En fait, les gens on te prend pas trop au sérieux.
Mais ça, c'était vraiment... Parce que jeune ou là plus jeune, ouais. Quand je dis que c'est à 20 ans, quand tu fais un client... À l'époque, maintenant, on voit de plus en plus de jeunes, justement, dans ça. Moi, encore une fois, à l'époque, c'était encore très, très jeune. Il fallait que les gens te fassent confiance. Avec la confiance des clients, c'est important. En 2008, il faut dire qu'on avait pas mal de gros clients, de gros sites qui nous ont permis d'avoir déjà de faire preuve déjà de ce qu'on sait de la faire, techno, etc. Exactement. Donc, on avait... ça aide à avoir des références. Alors, pour l'hébergement, on avait Express à l'époque. Donc, depuis 2008, ils sont clients aujourd'hui. Ils sont toujours clients aujourd'hui. Donc, ils l'étaient depuis 2008. Et quand tu vas héberger un site comme Express, donc c'est un site à haute affluence. Et forcément... Les clients, ils voudraient travailler avec celui qui héberge le plus gros site. Pour avoir le truc le plus de sécurité et tout. Le plus gros site d'information, c'est toujours le cas aujourd'hui. Ouais. Et donc, ça nous a permis d'avoir vraiment tous les clients, énormément de clients dans les médias, en fait. Vraiment, énormément. Qui ont les gros sites avec une grosse affluence. Ouais. Comme qui? L'Économiste, le groupe le Maroc Soir, donc le matin, Deuxième, Midi 1. Donc, vraiment, la liste est longue. Et c'est des clients qui sont toujours là aujourd'hui. C'est des clients avec qui on a travaillé depuis maintenant plus de 15 ans. Donc, ça permet d'avoir sa place dans le marché. Et le fait de travailler avec les médias, ça t'ouvre aussi d'autres portes, des contacts. Voilà. Donc, alhamdoulilah, aujourd'hui, on a vraiment des clients dans tout type d'industrie, que ce soit privé, étatique, multinational. Donc, alhamdoulilah, on a pu créer notre... Et donc, là, tu vois, la boîte se développe avec les années. C'est quoi les grosses difficultés que tu as eues? Et aussi, tu disais que vous avez été rentable en 2015. Ouais, donc, ça a quand même pris 7 ans. Ça a quand même pris 7 ans. Donc, la boîte, elle continue à se développer. Tu as des beaux clients et tout. Ou Alakin, ça prend 7 ans d'être rentable. C'était quoi les grosses difficultés que vous avez eues? Ou comment tu as continué à te dire... Au fait, on aurait pu être rentable en moins de 7 ans. OK? Mais on ne serait pas là aujourd'hui si on avait fait ce choix-là. Parce qu'il fallait créer certaines fondations. Il fallait vraiment assainir la situation, avoir vraiment une base solide pour Hada. Aujourd'hui, si on fait par exemple on a fait énormément de campagnes marketing. On avait fait des campagnes marketing qui coûtaient 15%, 20% de notre chiffre d'affaires. Ouais. C'est énorme. Et donc, du coup, qui dit 15%, 20%, c'était à l'époque... sur l'affaire annuelle, tu mettais 15% dans marketing. Dans une campagne? Ouais. Ah ouais. Comme quoi? Ouais. On a fait, par exemple, Librak Finirqak. Librak Finirqak, c'était une belle campagne qu'on avait fait avec VeriSign. On a fait pas mal de salons à l'époque... Dome Event, salon de l'e-commerce, je t'avoue que c'est des trucs il y a 15 ans, 10-15 ans. Et au fait, avec l'investissement qu'on a fait dans le passé, il était important. Peut-être pas dans l'immédiat, en fait. Tu vois, d'un point de vue comptable, d'un point de vue fiscal, etc. Il y a un truc qui va pas, en fait. Mais il fallait faire ça. Aujourd'hui, je sais que bien sûr, avec du recul, c'est les années justement où on a énormément investi sur notre branding, sur notre image, sur notre nom, qui ont fait et qui font aujourd'hui le succès de Genius. Donc, j'aurais choisi aussi de la rentabilité rapide, mais ça aurait été de la rentabilité rapide. Et du coup, j'aurais pu peut-être gagner des dividendes 2-3 ans plus tôt, mais en réalité, ça n'aurais pas eu les mêmes fondations après. Exact. Ok. À 26 ans, je crois, tu vas à Harvard?
Ouais, On donc l'a dit tout à l'heure retour à dans l'école, la retour à l'école. présentation, LH. En fait, il y avait, j'ai eu une bourse à Tawalia Cheesy, donc en Ok. 2013, qui m'ont désigné comme entrepreneur de l'année à l'époque. Et parmi les perks d'Yanada, c'était la possibilité de faire un Génial. executive programme à Harvard. Et alhamdoulilah, j'avais soumissionné, j'ai été accepté par Harvard et Huma, ils ont financé le voyage. Ouais, c'était cool. C'était cool. Et 2 ans plus Retour aux tard, études. ouais, c'était vraiment. C'était que ça vraiment que j'étais très très actif dans le World Economic Forum et Global Shapers. C'était vraiment كنت محيح كما كنقولوا. Mais le truc هذا ديال هارفارد c'était جا فوقيتو. Et بقات quand même هذاك اللعيبه ديال القرايه ديال خصني نقرا بقى داك لو تروك ديال خصني نرجع للقرايه. Ouais, ouais, بقى parce que je savais que ما غنمشيش نخدم به, c'est sûr, mais Ouais. c'était C'était pour moi en toi. fait. Et الحاجه ملي كتديرها pour toi l'après ouais, Ouais. tu vas t'investir plus. Et وشنو تعلمتي في داك qu'est-ce que ça t'a apporté? C'était un executive programme sur le leadership. D'accord. Emerging Leader, c'était le nom du programme. En fait, tu passes par avec rien le fait d'être dans donc les amphis de Harvard, ça te change en fait ta perception de la chose. Et est-ce que j'ai appris un truc spécifique, etc. Non. Ça reste en fait, ça nourrit ton esprit. Ça nourrit ton esprit. Ça, aujourd'hui, bien sûr, tu as quand même une certaine ouverture d'esprit, une certaine façon de voir les choses. Ça te sert à ce jour dans la vie quotidienne, dans les affaires en général, dans un certain nombre de choses. Quand même, comme avec le c'était après avec un executive programme, non, un executive MBA pour le coup, ouais. à l'EM Lyon. درتيها aussi après. Ouais. Ok. Donc en 2007. En 2007, j'avais donc déjà l'executive MBA, c'était un peu compliqué parce que pour faire l'executive MBA, il faut avoir un master, il faut avoir un certain nombre de prérequis. وانايا خرجت من المدرسه من باك بلس 2 ملي خرجت من المدرسه فديك الساعه لي بيتاك مشيت عندهم قلت لهم vous me donnez un bout de papier où c'est écrit j'ai passé ma 2e année à Epitech. Ils n'ont pas voulu me donner ça. Tu n'as pas passé les examens, donc on ne peut pas donner. Non, vous m'avez peut-être pas compris. Je ne veux pas un document qui dit que j'ai réussi. Je veux juste un document qui dit que j'ai passé ma 2e année chez vous. Est-ce que c'est le cas? Oui, monsieur. Bah, donnez-moi un papier qui dit ça. Et du coup, ils m'ont donné ce papier pour toute fin utile. Pour toute fin utile. Et à ce temps, en 2007, en fait, j'ai été invité pour faire une conférence, les BBA de l'EM Lyon. Ça كان سميتو كانوا في le campus de Casa. Et on m'avait invité pour faire une conférence, je l'ai fait, etc. C'était super. Il y avait à la fin le directeur c'était le directeur de Ch'tioui. Tofek Ch'tioui, donc c'était le directeur de l'EM Lyon. On a discuté que voilà, j'ai envie de faire un MBA. Sauf que là, je n'ai pas l'acquis académique. Donc, l'expérience professionnelle est liée. Mais maintenant, le bout de papier. Il dit, envoie-le-moi. Et finalement, avec le bout de papier qui Il a servi. Donc, c'est Tolé. Donc, Chafou Smito, une semaine plus tard, il m'appelle. Il me dit, voilà, si tu veux, on a la première cohorte de l'MBA. Si tu veux faire partie du Génial. Et j'ai accepté. Ou subhanallah, avec l'MBA, j'ai fouqué en fait. J'aurais pas pu le faire aujourd'hui, c'est hors de question. Ça, c'était, et là, j'avais fini avec la maladie, je reprenais un peu mes forces. Et donc, du coup, j'ai fait l'MBA. Donc, ça a duré 1 an et demi et j'ai eu mon executive MBA. Ouais, génial. Donc, il fallait. Pourquoi un MBA, au fait, pas autre chose? Parce que c'est ce qui va te donner de la lecture globale, en fait,
tout le truc, que ce soit la partie marketing, finance. Mais tu vois, justement, légal, ça, c'était une etc. question que j'avais. Tu commences à entreprendre hyper jeune. Donc, tu n'avais pas d'autres expériences professionnelles. Parce que Dédi est très, très, très jeune avant que. Et tu crées une boîte et tu recrutes et tu structures une équipe, etc. Comment tu as fait pour faire tout ça? Ouais, je t'ai un petit sur le tas pour créer une équipe, pour développer, etc. Comment tu as pris tout ça? Et comment tu t'es entouré? Sur le tas. Sur le tas. Ouais, sur le Sans associé ou là... Sans associé, sur le tas. Avec des gens avec qui je travaillais au début. Donc, il y avait mon frère, il y avait Driss, c'était mon pote. Et c'est toujours mon pote, il travaille toujours avec moi. Donc, on est... tous ensemble. Ton frère ou Driss, بجوجهم خدامين معاك. Donc, du coup, après une vingtaine d'années aujourd'hui, donc, du coup, bien, on a tous grandi au sein de Genius. Et finalement, voilà, c'était petit à petit. En fait, tu apprends et tu grandis, tu apprends et tu grandis. Donc, je me suis planté à divers trucs, c'est la vie de n'importe quelle entreprise. Donc, il y a des hauts et des bas. C'était quoi les gros... Enfin, un échec que tu as eu en fait, il y avait que... Je ne peux pas... Pour ne pas dire, il n'y avait que des apprentissages, il n'y avait pas d'échecs. Il y avait des échecs, il y avait des apprentissages. Chaque échec, c'était un apprentissage. Et en fait, tu apprends de ton erreur, en fait. Parce qu'une entreprise, elle continue à avancer. Donc, tu peux faire, bien sûr, des gaffes, des faux pas, etc. Maintenant, il faut juste avoir la capacité de se ressaisir et de reprendre. Mais il y a eu il y a eu des phases, des moments clés de Genius. Donc, je sais pas, l'accréditation de l'ICANN. Donc, c'était un moment hyper important. Ouais, c'était un moment historique dans la vie de Genius. Ça permet de faire quoi d'être accrédité à ICANN? En fait, quand tu es accrédité à ICANN, tu peux vendre des noms de domaine directement même la source. La source, il y a... Je parlais tout à l'heure de VeriSign. VeriSign, c'est le registry qui gère le .com et le .net. OK. Soit, donc, quand tu es registraire, tu peux travailler directement avec VeriSign pour vendre. Sinon, tu travailles avec des revendeurs. D'accord, donc ça change tout dans tout le business. Exactement. Du .com, du .net, c'est... Pardon. Oui, donc du coup, ouais, plus quand tu as la clé justement de travailler directement avec ce registry, donc le registrar, la mise en place le cloud, on était la toute première entreprise au Maroc à avoir mis en place son propre cloud. Après, c'est différents trucs. On a fait la certification ISO à un moment où il n'y a pas très longtemps. C'était juste avant Covid, ISO 9001 et 27001. Donc, à 9001, ça va, c'était cool. À 27001, c'était très hardcore. Donc, en fait, c'était les trucs bhalaka qui faisaient qui ont fait des steps. Exact. Des steps. Et ça créait, quand tu dis avec Blue Ocean Strategy, c'était le make competition irrelevant. Et comment tu fais ça? Tu fais des trucs qu'eux, ils n'ont pas. Et ça crée des barrières. Donc, exactement. Ça crée le gap énorme. Et d'ailleurs, on en discutait juste avant. Et donc, aujourd'hui, vous êtes les premiers Genius sur le secteur. D'abord, tu communiques sur ton chiffre d'affaires ou sur quelque chose? Tu peux nous dire un peu aujourd'hui ce que vous avez en termes de taille, d'équipe, de chiffre d'affaires, ce que ça représente? On est un peu moins de 30 personnes aujourd'hui. On fait un chiffre d'affaires aujourd'hui d'il 22 millions de dirhams. Okay. Avec un résultat d'il un peu plus de 3 millions. Okay. Donc ça va, c'est correct. C'est correct. L'année اللي فات, c'était plus ou moins le même chiffre d'affaires, bon, avec un résultat plus important cette année-là. Mais et pourquoi? Parce que bon, on ne peut pas aller au sud et au nord en même temps. Donc faut dire que mon attention a shifté ces 3-4 dernières années. On va revenir aux autres boîtes que tu fais. Avant, donc t'as écrit un livre que tu sors en 2017-18, non? Un peu plus tard. Juste après Covid. 2021 2020.
2020. 10, 10, 20, 20. Et le livre, il s'appelle From Startupper to Cancer Fighter. Donc, quelques années avant, tu es tombé malade. Je ne sais pas si tu peux nous raconter le moment, comment tu l'as vécu ou comment tu t'en es sorti. Écoute, la maladie, c'était en 2015. J'avais dit que c'était à 28 ans. Donc, le moment, Finn, tu me disais justement... j'étais marié. T'étais... J'avais... Ouais, tranquille. En fait, c'était bien, ça se passait bien, ça que je veux dire. Ouais, exactement. T'étais c'était... j'étais marié. Un an après le mariage, ma femme était enceinte. Donc, on apprenait qu'elle était enceinte une semaine plus tôt. Et aïe, aïe. C'était hardcore. C'était hardcore. Maintenant, alhamdoulilah, tu sais, c'est de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, je suis alhamdoulilah en rémission depuis 10 ans. Alhamdoulilah. Donc, c'était un Hodgkin, donc la maladie. On appelle ça la maladie d'Hodgkin. Donc, c'est une maladie qui touche l'immunité. Et en fait, j'ai découvert ça. Bon, déjà, il y avait des adénopathies. Avec une masse qui faisait 23 cm sur 13. Ici, 23 cm. Au médiastin. C'était énorme. C'était vraiment un ballon de rugby. Et au fait, c'était gros que ça compressait mes poumons. Et je faisais du sport, beaucoup de sport à l'époque. Et à un moment, je ne pouvais plus courir. En fait. En faisant du sport. Ouais. Tu sentais que tu n'avais plus de souffle. Ouais, exact. Je courais vraiment chaque jour, au minimum 40 minutes par jour. Et à un moment, je montais sur le tapis et je pouvais pas bouger au bout d'une minute. Voilà, tu t'es dit, si se passe pas. Et le lendemain, j'ai commencé à avoir des enflements au niveau du cervical. Ma femme est médecin. And the rest is history, comme on dit. Ouais. Donc, quand tu sais, quand tu es médecin, là, ça va disparaître. Et pour elle, non, ça va pas disparaître. Donc, après une série de tests, d'analyses, etc., finalement, le verdict est tombé. C'est ça. Ouais. J'ai vu, tu racontes tout ça dans ton livre, et je t'ai vu en parler. Ce que j'ai trouvé génial, c'est que malgré ça, tu vas continuer à développer ta boîte, à travailler, à monter ensuite d'autres projets. On va y venir. Donc, tu as continué à aller de l'avant. Comment tu as trouvé la force et de l'énergie pour continuer quand même à faire tout ce que tu devais faire? Écoute, franchement, quand tu n'as pas le choix, j'ai déjà raconté ça, tu sais, même pour tomber malade, tu ne peux pas tomber malade. Parce que j'aurais pu faire « Ah non, je suis malade », mais à côté, tu sais, il y a des clients, ils s'en foutent, eux, de ta maladie, ils s'en foutent, eux, de ce qui peut t'arriver à toi personnellement, parce que lui, ses contrats, ils ne sont pas avec Hamza Aboulfat, ils sont avec Genius. Genius, ça se trouve que je suis le fondateur aussi, le dirigeant. Donc, moi, je prends mes responsabilités, je fais ce qui doit être fait pour répondre aux besoins de ces clients-là. Donc, ce qui fait, c'était justement cette responsabilité qui m'a poussé à continuer. J'ai travaillé, j'avais ma perfusion tranquille en train de le PC. En travaillant? Oh oui. Ah ouais, à ce point, donc nos limites. Oui, hardcore. Et je terminais ma séance comme chez le bureau juste après, comme si rien n'était. Donc ما هضرتيش على هادشي. Il y avait deux, trois personnes au sein de la boîte qui et à part ça, tu continuais. Jusqu'à ce que bien sûr je termine ma chimio, ma radiothérapie. Okay. Et ça, tu t'en es remis avant Covid, Diek. Là, c'était avant Covid, c'était bien avant Covid. 2015, donc c'était bien voilà, avant Covid. Donc, de 2016, il y avait la naissance de ma fille. C'était venu vraiment un mois après j'avais en fait terminé mes séances de chimio avant la naissance de ma fille. Et j'ai pris une semaine après ce métaux pour démarrer après la radiothérapie. La radiothérapie, elle a duré un mois, plus ou moins. D'accord.
Ok. Bon, alhamdoulilah, tu te remets de ça. Et je pense intéressant, parce que je te parlais de ton livre que j'ai lu. À 30 ans, tu écris ta biographie. C'est rare d'écrire une biographie aussi jeune. 30, je sais pas, 30 ans. Ou la 35. Je sais plus quel âge j'avais. C'était en 2020. 2020, il y a 5 ans. Ouais. Donc 32 ans, 33 ans. 33 ans. Comme ça. Pourquoi tu as décidé d'écrire ce livre? Et qu'est-ce que tu as voulu partager? Ouais, là, tu as décidé de le faire. Alors, déjà, le livre, il faut vraiment être narcissiste de première catégorie pour dire je vais écrire une autobiographie. Écoute, pour moi, c'était. J'avais reçu un mail d'une maison d'édition, pour le coup, ne pas citer le nom, c'était le Forbes Publishing, donc, qui m'ont contacté et qui ont voulu écrire un livre sur mon histoire. Ok. Donc, je rentre en contact avec Adoknes. Finalement, c'était business model. Là, tu les payes pour que. Au final, c'était commercial. Ok. Ouais. Donc, j'ai dit non, mais sauf que. Mais l'idée pratique. Voilà. Si quelqu'un aux États-Unis qui s'intéresse à Hamza Aboul Fatah pour écrire le livre. Écoute, ça m'a pris 3 mois. Non. Entre le mail et le fait d'avoir mon livre entre mes mains. Mais c'est pas possible. 3 mois. Ouais. Comment tu as fait? Film. Film. Pour résumer, donc déjà, il y avait je veux écrire le livre. Donc déjà, tu sais, parce que ça commence par dire que je veux faire quelque chose. Donc j'ai voulu écrire ce livre. J'avais alors une dame qui travaillait avec moi, Camélia, qui a déjà fait ça. En fait, elle a déjà fait des livres sur Amazon, etc. Et donc, du coup, qu'est-ce que je fais concrètement? قالت لي غادي نشوفوا ghostwriter. Donc دخلنا freelancer.com, je ne sais plus quelle plateforme. Donc j'ai fait mon petit brief. On a reçu pas mal de demandes. J'ai reçu واحد السيدة واحد Elisabeth. Donc elle m'avait aidé, donc on a fait etc. Donc elle m'avait fait on a fait une série d'entrevues, etc. Voilà, pour raconter justement l'histoire. Et هي ديك الساعة بدات كدير هذا بدات le chapitre, enfin le premier chapitre. Donc Ada, il a fait très bien 7 pages à peu près où c'était magique. En fait il a fait au fait le livre qu'on a aujourd'hui. Donc il a démarré le truc. OK. Et donc غادي داكشي tranquillement, etc. انا كنشوف هذا كنقول bon, si on a fait ça في هذا الوقت هذا, donc ça veut dire en واحد. J'ai dit, tiens, je vais mettre un deadline. Elle a dit que là, on est bon. Elle a dit, oui, t'inquiète. Donc, on est bon. T'as annoncé. J'ai allé le calendrier. T'as joué dans la date. Il y a 10, 20, le 10 octobre. 10, 20. J'ai dit que c'est bien joué. Donc, d'ailleurs, le documentaire, c'est la même chose. C'est 25-02. 2025. Donc, du coup, tu vois, il faut juste un truc qui c'était fan, c'était une date fan. Et j'ai annoncé justement cette date-là. Et fallait pas que je le fasse. Ouais, parce qu'après, faut être big. Peut-être que j'ai dit que j'ai la tête de droge, راجلي مريض. C'était pénible. Et donc, du coup, شفت داك الشيء ما خدامش. Et du coup, j'ai commencé à stresser. Et je me suis dit, il faut que je reprenne les choses en main. Parce que les bêtes, how hard can it be? C'était dur. Donc là, tu t'es dit, ça fait, on va le faire nous-mêmes. Finalement, un livre, c'est quoi? C'est un livre, chapitre, exactement. Pages. J'ai ouvert un Google Doc. J'ai commencé à faire des bullet points. Donc, le livre, il est là, en fait. Donc, il faut juste que je sorte ce qu'il y a dans mon cerveau, un bout de papier. Petite première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, première idée, tout le livre. En idée, mais en idée, écrit, juste en bullet point. En idée, chaque idée. J'ai tout fait. J'ai la première idée. Je développe la
الله يخليك عرفتي avant Jésus-Christ après Jésus-Christ c'était avant ChatGPT. Ah ouais. À écrire Ça un aurait pas livre été la même avant chose. ça aurait pas été la même chose. نقدر نخرج على chaîne des Écris la suite. j'ai première livre donc première idée donc Faster كتولي un chapitre Qu'elle voulait un chapitre. deuxième chapitre troisième chapitre ماشي chapitre paragraphe chaque idée paragraphe ça fait des غاديو كسميتو غاديو كذا صافي بقيت كنجمع نكبر 100 pages. Pas mal. Je vais passer de rien à 100 pages. شحال الوقت؟ 100 pages c'était pas c'était في واحد شهر تقريبا c'était pas assez 100 pages. Le livre pour te dire d'abord tu fais ça tous les jours. Ah oui, je démarrais à 8h du matin. Non mais là tu te mets en mode 8h du matin et je fais le livre à fond. 8h du matin à 11h du soir tous les jours pendant pratiquement un mois et demi. OK. Tous les jours. J'ai fait ça d'abord le livre pour te dire 280 pages. 100 pages. Donc du coup, avec 100 pages, c'était pas assez. Donc du coup, il fallait Mais là tu te dis j'ai déjà quelque chose. Tu te dis j'ai un truc. غادي هذا هذيك الساعه قلت خاص. Mais du coup, le livre avec les 100 pages fait rire encore une fois le concret. Le concret. Le moment ديال l'information هو اللي فيه. Et donc du coup, الكتاب شنو كيسميتو كتزاد داك الفلاف وهذاك ستوري تيلينغ ou les phrases. Donc comment je vais faire هذاك الفلاف معايا في الخدمه دونك ديك الساعه كان ليكيب ماركتينغ عندنا في هذا ستيفا ديال عباد الله كلهم اونغلوفون اجي فرقت هذاك سميتو ديك الساعه لي شابيتر 18 شابيتر وفرقت كل شابيتر كنعطيه لواحد نعطيه مثلا شابيتر فيه 4 باج جو جور 4 باج 5 باج وكيردوا لي فيه 10 باج 4 pages بقيت غادي et en parallèle donc du coup بديت هذاك الشيء ça se lisait très bien c'était cool c'est tout هذا mais il y avait un truc qui n'allait pas علاش كيبان لك كلشي كيفرق باسكو فينالمون parce qu'il faut lier كلشي كل واحد كاتب شي حاجه exactement tu as 5 styles différents ah là là donc qu'est-ce qu'il fallait faire ديك الساعه هضرت مع un ami واحد بهجي الله يذكره بخير il est traducteur un traducteur assermenté etc وقلت فوالا شنو اش اللي درت اللي سميتو قال لي il te faut un éditeur. كيفاش éditeur قال لي quelqu'un qui va lire qui va corriger qui va homogénéiser داك العجب كله etc. ايوا فينا واحد لو سميتو il y avait عطاني لو كونتاكت ديال واحد السيده lui on a parlé هضرت معانا ابري تفاهمنا ايميلي في بورتلاند. اوكي صافي دونك سميتو ما بقى ديك الساعه باقي عندي شهر لو ديدلاين جافي لو تروك فهمتي éparpillé وهي il avait déjà شي خدمه اخرى ومهم il a trouvé quand même le moyen de me caser وجلسات الارض سميتو elle a fait واحد un travail juste elle a repris elle a corrigé elle a homogénéisé ouais c'était elle a fait un très 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 bon travail. Et ben pour le coup, elle a arrêté d'abord, elle a travaillé. Elle est à Madrid, elle fait toujours ça, mais dans une boîte. Qui dit que j'ai plus envie de me prendre à la tête des projets freelance, etc. Mais elle avait vraiment, je lui dois ce livre parce que vraiment, elle a fait un énorme travail. Qui a parce qu'en fait, avant que tu lisais le truc, j'ai dit que les cadeaux, tu vois. Donc elle a su garder quand même avec le style. Mais de façon très clean, très elle a fait vraiment un excellent travail. Incroyable. Et donc voilà, donc alhamdoulilah, j'ai pu envoyer le livre. Après tu l'as publié ou kulchi. Ouais, j'ai dit l'ISBN. Tu l'as édité toi-même. Ouais. Okay. C'est Genius qui a édité, donc c'est elle qui a sponsorisé. C'est Genius qui vend aujourd'hui le livre, donc excellent. Pour le coup. Donc après je l'ai comment il est sorti en anglais. Puis je l'avais traduit en arabe, puis en français. Okay. L'arabe et le français, j'ai fait appel à des agences pour qu'ils traduisent. Le faire. Excellent. Le français, plus ou moins, on m'a aidé, plus un élève à khedmto. Mais l'arabe, c'était une agence qui avait... Ouais, ça, c'est ouf et c'est un beau projet. Il y a un autre gros projet sur lequel tu as travaillé. Donc, on a vu toute la partie de Genius, la partie... le range et tout. La food tech. Mais Kane aussi, Fikjo, Food.ma. Ouais. Bah, écoute, comment ça commence ça? Écoute,
En fait, tout est lié comme قلت لك chaque حاجة كتصيفط لك الحاجة. Alors FOD elle a commencé Donc comme FOD, c'est Food on Demand. Food on Demand, ça a commencé comme un projet de service de livraison de sushi. Sushi Express. OK. Sushi Express, c'est pas mon projet, c'est le projet de Kamal Bouskri, mon associé Sushi Express et FOD pour le coup. اللي هو كان خدام في le truc, انا j'étais en plein chimio. Okay. Et il me racontait du coup le truc diallo, etc. Et il te lance Sushi Express le 13 avril 2016. 13 avril 2016. Le 12 avril 2016, c'était un dimanche. Donc, on parle Anna, Zakaria Mahboubi, notre autre associé, et Ada, là, le projet. Un exercice, c'était à la fin de mon traitement. J'étais KO, affaibli. Fatigué. Affaibli, vraiment. Donc, c'était ça. Et je voulais voir si j'avais encore la force d'entreprendre. De lancer un nouveau projet. Avec la force d'entreprendre, avec la force de créer chez Haja, etc. Et j'avais choisi d'investir معاهم la veille du lancement du projet. Et j'ai fait lancer معاهم Sushi Express. Donc Sushi Express, elle a duré من avril حتى août septembre. Sushi Express ou Food on Demand. Okay. Avant, c'était un plateau de sushi. C'était livraison de plateaux de sushi en moins de 25 minutes. En moins de 25 minutes? En moins de 25 minutes, à l'aide d'une application. Et comment c'était possible moins de 25 On livrait des clients en 2-3 minutes. Ah ouais? Là, c'était genre... C'est le harba. En fait, on avait des livreurs partout dans la ville. Ouais. Chaque région, il y avait des livreurs. Et quand tu passais ta commande, on prenait ta position GPS. Donc, on savait où tu étais. Et on envoyait la commande qu'au livreur le plus proche. Donc, le livreur le plus proche étant muni d'un sac isotherme avec des les plateaux. C'était le même plateau. C'est le même plateau. Déjà ouais. Quand ils étaient dans la ville avec des sacs isothermes, avec les glaçons diallo, etc. Et on avait que des nigiri ou des maki. Donc, il n'y avait pas de frit. Donc, il n'y avait que des trucs frais. Et du coup, quand j'ai la commande, quand c'est le livreur le plus proche. Et donc, on a livré des centaines, mais des centaines de clients en moins de 5 minutes. Parce que quelqu'un déjà à côté, tu le même directement. Le même immeuble. Imagine, tu commandes, il 2 minutes, le mec, il sonne chez toi. Et les gens, il a halluciné à un moment. D'où Sushi Express. Express, ouais, c'était vraiment Express. Donc voilà, c'était comme ça. Donc après, il y avait des problèmes avec Sushi Express, c'était les invendus. Le pire truc, c'était les invendus. Okay. Parce que tous les plateaux de sushi, on ils pouvait pas les forcément. Ouais, le soir, tu peux pas se mettre. Donc c'était on donnait à les livreurs, les hada, ça se mettre. Voilà. Donc Marrakech, je peux te dire que on arrivait à livrer 150 entre 100 150 et 200 plateaux de sushi par jour. Et quand tu lances ça, à Outani, tu connais rien à la restauration. Je connaissais rien. Donc, du coup, j'étais. Ouais. C'était pour Sushi Express, c'était flou. C'était Kamal où il était la partie opérationnelle, la partie cuisine, etc. Et moi, c'était la partie web, c'était tout ce qui était marketing. Pour la gestion de livraison ou non, ça c'était l'opération. L'opérationnel externe, le dispatch, où il qui gérait d'action. Donc, je gérais que de l'extérieur. Après, FOD, donc encore une fois, je gérais de l'extérieur. Je gérais toute la partie, bien sûr, web, communication, etc. On a développé le système d'El FOD aujourd'hui qu'on utilise toujours, qu'on commercialise même aujourd'hui auprès d'autres restaurateurs, etc. Et il y avait le métier, justement. Tu connais pas le métier, mais passé un moment, il fallait mettre la main dans la pâte. En fait, il y avait un truc qui n'allait pas. La matière première qui disparaît, c'est du vol concrètement dans les équipes, la cuisine, c'était parce que moi j'étais pas sur place, donc chacun il était un peu dans son truc.
Et sauf que avec le métier de la restauration, il faut être sur place, faut maîtriser ce qui se passe, etc. Donc, on a galéré un peu. Et donc, Sushi Express, pourquoi ça devient Food on Demand? Comment ça se passe? En fait, Sushi Express, on faisait un seul truc, donc livraison de minutes. Tiens, si aujourd'hui on peut livrer des sushis, ça c'était le terme de dark kitchen, etc. Donc on a fait ça en 2016, hein, donc depuis 9 ans maintenant. C'était, je peux dire vraiment que c'était le premier business de livraison sur tout le Maroc, vraiment basé sur un endroit que personne ne connaissait. Et on arrivait à livrer sans restaurant. Rien. Donc, un petit laboratoire Canada. Donc, du coup, tiens, si aujourd'hui on peut livrer des sushis, qu'est-ce qui nous empêcherait de livrer des pizzas, des pâtes, des burgers? Et c'est là où le nom, justement, Food on Demand est sorti. Donc, FOD, la VOD, Video on Demand. Ouais. Food on Demand. Donc, et à l'époque, il n'y avait pas encore toutes les trucs de livraison, les Glovo, etc. Il n'y avait pas Glovo. Il y avait un moment avec Hello Food, là كانت فلوس سميتها Panda Food ولا لا Hello Food نيت Hello Food اللي هي Jumia Food. OK. Mais encore une fois, c'était aller chercher ça des différents restaurants. On avait notre propre restaurant. On gérait la partie tech, la partie logistique et la partie. Et comment ça s'est passé? Ouais, c'était une expérience assez enrichissante parce que c'était un métier que la bouffe en général, c'est quelque chose qui me passionne au-delà de Hada. Donc du coup, c'est pour cette raison-là d'ailleurs que Tlahid fait Hada. Après, maintenant, je peux dire avec conviction que le fait d'aimer la bouffe, c'est une chose et travailler dans la restauration, c'est différent. C'est parmi les métiers les plus compliqués qui existent. Et la food, la restauration, c'est quand même le domaine qui est très dur. En fait, pour que ça fonctionne, pour que ça marche, pour que ça réussisse, il faut que les étoiles, les étoiles s'alignent. Donc, c'est tellement compliqué parce que ça prend plusieurs paramètres. Ça prend de la qualité, ça prend une équipe de Hada, ça prend l'emplacement, ça prend vraiment plein de paramètres qui font que Hadak l'haja justement كتخدم ولا ما كتخدمش. Et donc et ça peut fonctionner un moment, après ça peut ne plus fonctionner. C'est vraiment encore une fois, c'est des paramètres que tu ne contrôles pas. Ouais. C'est des paramètres, tu as beau penser la chose, tu les as pas. Il suffit juste qu'il y ait un truc qui ne va pas pour que finalement toute l'expérience. Et c'est quoi donc l'histoire de moi j'ai commencé à parler de FOD en te disant que je FOD.ma, c'est parce qu'il y a eu le truc les réseaux sociaux où tout le monde a entendu ça. Comment c'est arrivé cette histoire? C'était quoi ce buzz? C'était alors la publicité on l'avait tournée en 2018. D'accord. 2018. Mais elle a buzzé plus tard. 2018, elle a buzzé plus tard. Elle a buzzé 2 ans après. 2018, j'avais appelé mon frère, donc c'est moi qui s'occupe de toute la partie marketing, vidéo, etc. Genius Lab. Donc, après, tu me dis, on fait une vidéo toute simple, fait à 3 secondes. Fait que je FOD.ma. Jusqu'ici, tout va bien. Ça fait, et que après, tu me dis, toutes les langues, français, anglais, arabia, sablionia, japonia, et on l'a fait, au fait, de l'équipe de Genius, il a fait donc c'est une langue. Et la version de l'arabia, en fait, on a le gars, il fait d'affique je FOD.ma. Et le gars, la vidéo, presque تصور كلها. Et à la fin, donc j'avais سميتو كنحاول نقلب على طرف واحد مقاد فيك الجو ما لقيتوش. حقيقة قلت حبس la vidéo c'est tout ce truc. C'est figue. La vidéo elle a fait 30-40 secondes. OK. Donc là on va prendre donc ديك الساعة عند معايا هذا ايوب السيد اللي في هذا قلت له بغيت هذا je t'achète les droits de la vidéo. قال لي 500 درهم. جبت بسطامي. هو اللي دار لا فيديو هو اللي كان كيهضر. هو اللي جبت بسطامي خلصت 500 درهم. Donc pour moi, j'ai acheté, c'était voilà, ياك شتي هذا c'est 500 درهم. J'ai payé 500 درهم.
J'ai pris la vidéo, ça fait, on l'a posté, ça fait d'art chouïa, smito, ça fait, on n'en parle plus. 2 ans plus tard, Covid, قلت ما يدار وما تدير. واحد شي سيطان في سميتو في لي في هذا في عندهم واحد الشانيل في يوتيوب جبدوا هذيك لا فيديو. صافي لو تروك هذا كنفيق الصباح كنلقى انستغرام بغيت تفرقع باللي لي طاق من هنا ومن هنا ولي ميساج بريفي فيك جو فوت بويما. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et donc c'était واحد et la vidéo elle a buzzé comme ça. C'était un mois, c'était des millions de vues. Des millions de vidéos en reprenant au moins une bonne centaine de vidéos une centaine de vidéos et ça s'est retranscrit le business. Vous avez écoute il y avait une petite augmentation de ce mytho mais زعما نقول لك واش ça a pas explosé grâce à ça. Et alors donc ça pendant le Covid FOD ça continue à fonctionner. Donc on a fait parce qu'il y a plus de resto mais vous pouvez livrer, c'est ça. On fait même la livraison كانت حبسات. Même la livraison حبسات mais par contre حنايا بقينا خدامين que ça soit sur Marrakech sur Casa. On faisait au fait la livraison des les repas aux hôpitaux. OK. Pour un truc encore une fois pas pur hasard qui s'est fait il y avait au fait j'avais en fait envoyé des pizzas à l'hôpital Mohamed VI à Marrakech, là, un ami de Mac. Et du coup, ça fait une quarantaine de pizzas. Il dit Hamza, ouais, tu veux que je fasse une story pour Smith? Je dis non, pas du tout. Pour Smith, avant la fermeture. C'était pour aider pendant c'était le Covid. Le 18 mars, il y a le 17-18 mars. C'était vers le 12-13 mars. Tel 15 mars, c'était à Casa. Donc on a fait la livraison les trucs. Ça fait, c'est passé. J'ai essayé de faire la même chose pour Casa. J'ai trouvé un contact, un médecin, في l'hôpital à Casa. صيفط لهم حتى هما دي بيتزا سولني ما هضر معايا ما صافي مشيت نعست بحالي تا هو نخت ليه الصباح كان في تويتر لقيت استيفاء ديال لي ريتويت ايتترا على هذاك il a pris en vidéo en photo les pizzas il avait posté ça et عباد الله شافوا سميتو جات عندي واحد السيده قالت لي c'est top ce que tu fais je veux aussi commander je veux faire سميتو il m'a envoyé احنا عندنا سميتو le restaurant connecté etc. donc on n'a pas parlé de ce truc là mais faut faire l'application la possibilité de payer en ligne le restaurant quand on a fait le restaurant donc les gens ils pouvaient commander d'une tablette etc. donc هادشي كلشي درناه et elle avait choisi de payer par PayPal donc elle avait envoyé un don de 500 euros elle était à l'étranger elle avait $500. Ça fait honnête ce que j'avais fait c'était j'avais pris avec les $500 j'avais tweeté le don d'Yalahia comme quoi elle a fait ce métier et c'était un dimanche à 9h du matin à midi جمعت واحد $10,000 $10,000 les gens je veux contribuer je veux envoyer ça fait à terme تقريبا وصلنا شي 300,000 dirhams ديال les dons que ça soit en nature que ça soit فلوس etc. et انا في الاولى les 500 euros قلت لها انا غادي je vais ما كلها نخدمها comme matière première قالت لي non قالت لي دير هذا de façon pour que tu payes نتايا tes équipes c'est vrai, etc. ça fait donc c'est ce que j'ai fait donc bien sûr درت هذا avec vraiment un prix très très bas pour سميتو ça fait ديك الساعه بديت كان on a pu livrer تقريبا شي 250 repas par jour pendant شي 2-3 mois pratiquement. Génial. وهذيك 2-3 mois ملي كما قلت لك سدوا كل شيء on était le seul restaurant ouvert sur Marrakech ça et c'est Casa. الاول ديال الكوفيد Covid c'était mars avril quand on était les seuls سميتو on livrait سميتو les hôpitaux donc هنا كما قلت لك واحد 250 بين مراكش بين كازا et on avait un marché مع الولايه parce que دوك الناس كلهم خصهم ياكلوا donc du coup on leur préparait les repas ديالهم tous les jours. tous les incroyable
Aujourd'hui, comment tu divises ton temps? Faute, ça existe toujours? Ouais. Ça existe toujours Ça aujourd'hui? existe toujours. On a fermé le restaurant physique. Donc vous faites que de la livraison D'abord, on ou que retourne en Marrakech? mode livraison que Marrakech. Donc, Ok. حبسنا Casa. C'était Covid. هي اللي حبستنا vraiment في Casa. C'était pas possible. Donc, c'était plus possible. On a essayé. Parce que ديك الساعة يلاه كنتي كتبدا يلاه كتوجد لا تا ماتيير بروميير كتوجد كيجيو عندك تقول لك لا حبس. Ouais. C'était pénible Trop à un moment, compliqué. donc il fallait Ok. lâcher prise. Donc Donc là, on aujourd'hui, reste- tu as Genius, Fod, Poema, Marrakech, et le ranch, اللي هضرنا عليه في الأول. Comment Et tu... Alio et Olio. Alio et Olio, c'est un restaurant un italien qui a été créé هو restaurant physique. physique, ouais, Ok. un peu upscale. Donc j'ai fait la même période que le début de le ranch. C'était vraiment un petit truc lançable, mais voilà, alhamdoulilah, aujourd'hui, ça marche très Et bien. donc, comment tu divises ton temps entre les 4 projets aujourd'hui? C'est quoi ton quotidien? Mon quotidien, J'ai c'est l'impression Genius. par étape, tu focuses sur des trucs quand même. Ouais, Yak. ouais. Donc, c'est Genius principalement. Donc, le matin, donc c'est Genius. Généralement, je suis au bureau jusqu'à 14h. Après, l'Achia, là, je le range. Donc, là, comme je l'Achia, après, quand je pars au range, c'est mais comme j'y vais pas tout le temps. Autrefois, si. Autrefois, j'y allais tous les jours. Maintenant, c'est une fois par semaine, 2 fois par semaine. Et pour sortir le range de terre, à un moment que tu étais en mode tous les jours, Ouais. le range 100%. Non, mais après, quand je dois être là pour m'assurer que les choses avancent comme il faut, voilà, j'y suis. Mais après, voilà, quand les gars, ils ont des trucs à faire, parce il faut qu'il y ait un changement. فهمتي parce que je suis le chantier تبقى كتشوف قال لك water doesn't boil while watching it. فهمتي دونك تبقى تفرج في الماء ما عمرو ما كيسميتو كتمشي تغبر كتجي كتلقاه كيبقى. Donc c'est exactement ce que je fais. Donc نغبر de temps à autre pour m'assurer que les choses avancent. C'est quoi les objectifs sur les prochaines années? La vision sur je sais pas, les 5 prochaines années. C'est quoi ton focus et fin barrette les différents projets, que ce soit le range, que ce soit Genius? Ouais, écoute, Genius, les choses avancent. Là-bas, j'essaie de me focaliser un peu plus sur Genius. Je sens que je l'ai délaissé un peu ces dernières années. Maintenant, il faut travailler un peu plus sur Genius. Il le faut. Comme avec les cas de la Hamada, on a fait à peine le même chiffre d'affaires que la Ham d'avant et c'est pas par Hada. Voilà, il faut du travail. Donc, à côté, bon, c'est sûr que le plaisir que me procure le ranch, c'est plus réel que Genius. Donc, parce qu'après, bon, Genius, c'était passionnant autrefois, en fait. Ouais. Mais il faut dire que j'ai perdu avec Bien sûr, ouais. Parce qu'à force de... Parce qu'après, c'est quoi la motivation le ranch, c'est la vie, c'est les animaux. C'est les gens, les rencontres. Voilà, c'est très... Tu vis ça différemment. Genius, c'était... c'est toujours... C'est grâce à Genius qu'il y a le ranch. Parce qu'après, le ranch, c'est un projet... bon, début qui a démarré comme un truc personnel, mais c'est Genius qui a financé ça. Donc, c'est grâce aux dividendes de Genius, c'est grâce à c'est grâce à l'argent que j'ai pu générer avec Genius que j'ai pu faire avec l'investissement. Donc, c'est pas la banque, c'est pas là. Donc je dois à Genius, bien sûr, pas que Smith, tous les autres projets, parce que tous les autres projets, bah, ils ont nécessité des investissements importants. Maintenant, la différence entre Genius et Ada, c'est qu'aujourd'hui, le ranch, c'est des dizaines, pas des dizaines, mais des millions de dirhams qui ont été investis à ce jour. Le Genius, c'est zéro. Ouais. Et ce que rapporte Genius, c'est beaucoup plus que ce que rapporterait le ranch, même si ça cartonne, on n'arrivera jamais. Parce que Genius, il y a un potentiel de croissance qui est infini. C'est quoi les prochaines étapes pour Genius pour continuer à développer la boîte, tu penses? Les choses sur lesquelles tu... Écoute, on est sur un projet de
mini data center déjà sur Marrakech. Ok. On fait ça comme test, voir déjà est-ce que c'est quelque chose qui pourrait... Parce que ce qui est en train de se passer actuellement, tout ce qui est en train de se passer en termes d'investissement dans les data centers souverains, etc. Exactement. Donc tout le monde va se focaliser sur Marrakech, sur Rabat et Casa. Pour expliquer, en ce moment, il y a beaucoup de projets. Tu connais mieux comment il y a des projets de data center au Maghreb. Que ce soit les opérateurs, que ce soit même les opérateurs Internet, les opérateurs privés, etc. Ok. Tu vas aussi un data center à Marrakech. Parce que par la suite, je n'aurai l'information finja le data center. Pas que un data center. Je voulais à terme. On y arriverait. Parce que je suis partout ailleurs. Que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, c'est où les data centers, mais par région, mais par ville, par quartier, par Et donc, du coup, Marrakech, c'est très sous-développé, en fait, tout ce qu'il y a. Donc, on en trouve sur la région de Casablanca, on en trouve à Rabat. Et d'abord, c'est un projet sur lequel tu es en ce moment. Ouais, donc je démarre un mini truc sur, donc limite une salle blanche, ça démarrera comme ça. Genius, une villa en fait, là où on est, donc un étage qu'on pourrait aménager, qu'on est en train de faire ça. Et qui sait, construire vraiment un data center. Parce que le jour, tu sais, quand j'ai démarré Genius, le premier jour, c'était mon objectif et mon rêve, c'était de construire un data center. Et ce rêve-là, il s'est évaporé. Pas évaporé, mais ce n'est pas aussi financièrement intéressant que pas intéressant, effectivement. Parce que le beaucoup d'investissements où c'est long terme, c'est ça. Parce que le data center, c'est une chose, la connectivité, c'est autre chose. Aujourd'hui, un data center, il ne vaut rien sans connectivité. La connectivité, aujourd'hui, c'est un monopole entre... oligopole. Plusieurs. Donc, plusieurs, trois. Il y en a trois. Okay. Il y a aujourd'hui Maroc Télécom, Orange et Inouï. C'est aujourd'hui les trois opérateurs qui déterminent le coût de la connectivité. Et là, pour le coup, je parle de la connectivité pour les data centers, les liaisons louées, l'IP transit, etc. Ce n'est pas la FTTH, ce n'est pas la DSL. C'est pas, le coût les connectivités, il est encore une fois très, très, très élevé. On est encore sur du 1000, 2000 dirhams le mégabyte contre $1 à l'étranger. OK? Et donc, ce qui fait quand on va mettre en place un data center, d'ailleurs, je prends le cas, nous à Casablanca, on est à ETX. On était à ETX. ETX Everywhere, c'est un groupe luxembourgeois qui est le data center à Casa. Exactement, qui avait construit le data center de Casa. D'accord. OK? À Noissal. Ces gars-là, ils ont essayé de développer ce data center. Ils n'ont pas pu le faire. Ils ont vendu à qui? À Orange. OK? Aujourd'hui, Orange, c'est eux qui ont repris le data center. Du coup, on se retrouve client de Orange. On a à la base cherché à ce qu'on appelle un neutral data center, donc un data center neutre. Donc, où il n'y a pas, quand on dit neutre, il n'y a pas de... C'est pas géré par tel ou tel opérateur. Ils n'ont pas pu le faire, même avec tous les moyens qu'ils ont. Finalement, un data center sans connectivité, il ne vaut rien. Quand tu vas quand toi, tu es un opérateur, tu vas vendre l'espace, de la colocation ou de l'espace dans un data center avec le coût de bande passante qui arrange tout le monde, etc. Mais quand moi, je vais devoir payer ma bande passante, je ne peux pas offrir la bande passante gratuitement. Je dois facturer la bande passante. Quand je le fais, je ne deviens plus du tout rentable. Compétitif. Okay. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, investir dans un data center, pour que finalement, n'importe quel opérateur, il va te facturer au prix. C'est qu'une partie data center. Il y a aussi après la connectivité que tu vas payer.
Oui, exactement. Okay. Oui, c'est deux choses. C'est que le data center, il va te facturer l'espace et l'électricité. Ouais, mais si tu gères pas le reste de la chaîne de valeur, exactement. L'opérateur, il va te facturer la bande passante. Aujourd'hui, il facture la bande passante très très cher et il continue toujours à mais tu te dis, c'est intéressant de tester. Exactement, et de voir comment le marché continue à évoluer. Effectivement, et si on verra d'ici là comment les choses évolueront. Mais là, tout de suite, c'est pas possible. Ok. J'ai 2-3 questions de fin avant de finir. Qu'est-ce que tu fais d'autre pour garder l'équilibre, tu vois, entre... Tu as plein de projets qui prennent beaucoup de temps, le ranch... FOD, Genius et tout. Qu'est-ce que tu fais d'autre pour garder l'équilibre? Alors peut-être tu vas me dire le range c'est aussi maintenant être proche de la nature, voilà, proche de la nature, des animaux et tout, donc peut-être que ça fait partie de ça. Mais voilà, qu'est-ce que tu... Non, mais c'est principalement ça. Donc c'est pas que le ranch, je veux dire, mais en fait quand ce que je fais le ranch, pour moi c'est pas travailler. C'est s'éclater. Je m'éclate. Je fais ça en m'éclatant. Donc, j'aime faire ça. Donc, pour moi, c'est une sorte d'échappatoire. Donc, ça me permet de se mettre, même si des fois, quand je force un peu trop, parce que la journée tranquille, à la fin de journée, le moindre truc, ça fait quand je pète un câble. Donc, c'est ça. Maintenant, c'est aussi le fait de revenir à la maison, les enfants, la petite Aïda. Donc, ça permet aussi je voyageais autrefois, avant de me marier, je voyageais beaucoup trop. Beaucoup trop, c'était deux, trois fois par mois. Ah ouais. Aujourd'hui, si j'arrive à faire 2-3 voyages par an, mais donc du coup, c'est sûr que après, quand tu n'es plus donc ça devient c'est plus compliqué. Ceci dit, moi, je peux voyager tranquille comme je veux, mais à côté, il y a ma femme qui pourrait pas suivre. Donc, il faut que quelqu'un s'occupe des enfants. Tu voyages comme tu peux. Mais sérieusement, c'est vraiment le fait de pour moi, travailler, je considère pas ça comme un travail. En fait. C'est même si j'ai passé des journées entières, 24 heures devant un PC en train de travailler le temps de Genius au tout début. Donc il y avait des moments difficiles, il y avait des moments il y avait un moment, petite anecdote, il y a un moment où j'ai commencé à pleurer. Tu sais, quand tu commences à pleurer devant une situation. Et là, je ne savais pas quoi faire. Tu as tout essayé. Tu te sens helpless. Tu te sens vraiment... il n'y a plus. Il y avait, au fait, pur hasard. Tu sais, il y avait... allez, ça va me prendre 5-10 minutes pour raconter. Mais on a tout le temps. C'était en 2012, 2013. 2013, il y a tellement de choses. En 2012-2013, on était... ça, Genius, ça prenait tranquillement, mais il y avait un problème de rentabilité. On faisait du chiffre, mais on ne faisait pas suffisamment de marge. Parce qu'on faisait de la relocation. Donc, je loue et je reloue. Et je faisais une petite marge. C'est-à-dire que ma petite marge était de $50-100 par mois par serveur. $50-100 par mois. C'était pas mal. Je pensais que c'était pas mal, mais sauf que ce n'était pas du tout assez pour être pas suffisant. Et donc, mon fournisseur, mes dettes s'empilaient ou donc, à l'époque, de 2012, 2011, 2012, $150,000. Ah ouais. Alors, mon fournisseur, depuis, j'ai acheté mon tout premier serveur chez lui, j'avais 14 ans.
Ok. Lui, il en avait 17 ans. Alors, le fournisseur Hada, il est mort l'année dernière. Donc, Pierre-Luc, c'était le fondateur, le cofondateur de Globotex. Ils travaillent toujours ensemble. Ils sont deux. Matt, comme ça, subitement, il a eu ce que j'appelle Charles, son cofondateur. Un drôle tranquille, Guillaume. Tu n'es pas au courant que Pierre-Luc est mort. Donc Pierre-Luc chez le Canada à maintes reprises donc chez Endo. Donc c'était vraiment quelqu'un d'assez proche où on avait le même parcours. Il a commencé très jeune. Ouais, il a commencé très jeune. Il a construit son data center un énorme data center à Montréal. Donc, bon, donc ce qui fait, donc c'était comme ça. Mais anyway, donc à l'époque, il y avait 150 000 $. Donc, du coup, on n'était pas, donc du coup, quelqu'un de jouer à Brani, ça fait Genius, il aurait Ktla depuis Smito. Donc, du coup, le problème, c'était ça. On ne faisait pas suffisamment de marge. Parce que quand jusqu'ici, tout va bien. J'ai le plan, j'ai le cloud, etc. Le cloud, c'est bien, etc. On a mis en place notre tout premier cloud. Et donc, du coup, le cloud, c'était différent. Parce que il y avait le cloud, on a acheté le matériel, on a loué un rack, donc on a loué l'espace ou la connectivité, et on a acheté notre propre serveur. Donc, du coup, on a avec le rack. Donc tu maîtrises la rentabilité. $1000 par mois, كنحط فيها تقريبا حتى 40 serveurs. $1000 par mois, tu trouves le coût ديال 1000 sur 40, ça te fait واحد $20-25 par serveur. tel هنا مزيان. $25 par serveur de coût de location. Il fallait acheter le matériel. Donc dit que c'est le matériel que l'infrastructure ça avait coûté واحد شي un peu $100,000 à mettre en place. OK. مشيت تيك ساعه عند مون بير كان عطاني واحد عنده $50,000. مشيت حطيتها في سميتو هي باش سميتو افيك داكشي اللي كان عندنا شويه هكا وهكا. المهم on a pu acheter nos serveurs وجدنا لا بلاتفورم كلاود وجدنا داكشي حتى لهنا مزيان. Jusqu'ici tout va bien. Donc j'avais une redevance mensuelle de $1000 le projet de la colocation chaque mois. Et j'avais le paiement upfront de la plateforme. En plus, avec bien sûr les frais de licence, etc. Où je n'ai la plateforme donc j'avais une plateforme qui fonctionnait. Donc je me suis dit les serveurs, les clients dédiés, les canaux donc les qui sont créés ou qui je les ai migrés vers la plateforme cloud. Donc, j'ai un client, donc écoute, tu me payes, je sais pas, $5,000 le mois ou $6,000 le mois. Alors, je vais te passer une plateforme cloud. Ça va te coûter $5,000 le mois. Voilà. Qu'est-ce qui va changer pour moi? Rien qui va changer. Ça va continuer à fonctionner tranquille et tout. Lui, ça lui fait quoi? Ça lui fait $1,000 de moins. Anna, qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait $5,000 de plus. Et du coup... Jusqu'ici, tout va bien. Dites que je résiliais mes serveurs. Donc, avec le serveur dit que je crée un AIA à $400 le mois, je commençais à résilier le premier serveur, deuxième serveur, troisième serveur. Et du coup... مع Globotech كنقص من عندهم سميتو et ديك الساعه كنقص وكنخلص ليه هو فلوسه باسكو كان كيتسني الفلوس بقيت سميتو donc حيت ما ديت et à côté طلعت ma rentabilité. Donc on avait migré pratiquement une centaine de serveurs. Il y avait énormément de trucs il fallait passer tranquillement. Donc on a pu régler un énorme problème. Donc jusqu'ici, tout va bien. Alors, en 2013, il y a eu le truc qui a fait tellement le buzz. Au début, on était connus pour l'hébergement des sites médias. Les sites médias, كلهم كاينين في la plateforme cloud.
sauf que la plateforme cloud elle est على قد الحال شاده le trafic ما شداش comme un serveur. لا زعما il n'était pas énorme donc زعما كان شاده ولكن سي ah oui exactement لو وقعت شي حاجه sauf que là il y avait un pic de tous les médias, tous les sites qui étaient faits donc du coup la plateforme كلها تفرقعت. c'était un ramadan. اش نقول لك كلشي طاح tous les sites طاحوا من كلشي ثقيل ماشي طاحوا مي ثقيل داكشي ثقيل واحد لا فاصون كلشي كيعيطوا لي سيت كيعيطوا علاش قلتي لينا اون ميغر سميتو كيس كي ان تران دو سو باسي هذا سميتو عرفتي كان بدا ديجا بور كومبروندر هذا عرفتي لقيت نقول لك لو تروك il a duré pratiquement واحد 3 jours à peu près 3-4 jours le temps que ça commence à se هذا passer au bout du deuxième jour troisième jour بديت كنبكي عرفتي كنبكي تقريبا ما عندي ما ندير ما بقى حتى حاجه نبكي وبيرو لا في الدار كساف كنجي للدار خدام البيسي وديك الساعه كنبكي شنو يعني كتجي عندي ما مير مالك ادعي معايا الوالده عرفتي خدام سيتي فريمون تري هاردكور très hardcore حتى لقيتها صافي بون البكا مزيان ça tu sais quand tu pleures ça fait du bien ça fait du bien sauf que je me sentais un peu mieux sauf que le problème il était toujours là ايوا شنو درتيو et عرفتي ديك اللعبات عاد يقول لك عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم هذاك لو تروك à ce jour c'était le moment déterminant ديال جينيوس علاش donc قال لك عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم جيت j'avais mon un problème qu'il fallait résoudre. Donc du coup, si le téléphone a été le Pierre-Luc, que voilà, Alikin, que aide-moi. Dire qu'est-ce qu'on fait? Claire, on va repasser en DJ. Il m'avait recommandé de faire ça, de repasser en DJ, mais je ne loue plus, j'achète. Ah ouais, j'achète le serveur. Sauf que, alors, la plateforme cloud, donc, j'avais, c'était tout simple. J'avais mon rack, je le payais $1000 pratiquement le mois. OK? Et mon cloud, il était sur la moitié du rack. Donc, 20 unités. Donc, 20 serveurs, le premier cloud. Et donc, j'avais la place pour 20 serveurs. Donc, du coup, je pouvais acheter les serveurs ou je pouvais les racker et ça va pas me coûter plus parce que je paye déjà $1000. OK. Donc $1000 c'est que tu pouvais mettre tel 40 serveurs. Et donc du coup, مشيت لهذا درت هذيك l'opération ديال sauve qui peut. Donc le bateau qui coulait. مشيت les trucs les plus critiques, que les trucs médias اللي سميتو مشيت عندهم عليهم. Finalement, là, on revient vers Smeto. Voilà, ça va te coûter un peu plus. Voilà ce que ça va te coûter. OK, on te fait confiance. Avec le serveur, j'ai acheté 20 serveurs. Il fallait, ça m'avait coûté $20,000-25,000 pour acheter ces serveurs. Ou petit quand le serveur, je le rack ou quand le serveur. Plus quand avec la plateforme cloud, plus la plateforme cloud peut-être qu'elle ne fait parce que كنت كنقص منها plus de pression. Ça fait et j'ai fait ça. Donc du coup, j'ai pu migrer donc ولا تعطيني la plateforme cloud قدات on a retravaillé هذا ولا الموديل الجديد ديال جينيوس après. ما بقيناش كنديروا la location. On est un serveur, j'achète. Et le serveur et en plus ça a fait la rentabilité après de Genius. Ouais. Ben juste après, c'était dans 2013, 2014, premier ADA, voilà. 2015. Et après, c'était ça. C'était ça. C'était l'épisode Hada qui a redéterminé ce méthode. Et donc finalement, donc, tu sais pas en fait les choses, les difficultés vers où elles te mènent. Ouais. Vraiment, comme Klek a dit, j'ai pleuré. Quand je te dis j'ai pleuré, mais j'ai dit que j'étais bien. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, c'est une belle histoire à raconter. Et c'est surtout finalement, ما كتعرفش الحاجه فين كاينه en fait. Donc du coup c'est pour ça que je t'ai dit on vit, on passe notre هذا حاجه كتصيفطك لحاجه et voilà tout ça nous approche vers un truc qui est inévitable, qui est la mort. Donc du coup peu importe le chemin que chacun de nous prenne.
Avant de finir, c'est quoi, Chouïa, tes conseils pour quelqu'un qui veut entreprendre? Un jeune qui veut entreprendre, comme toi, tu as fait. C'est quoi un peu tes conseils? Écoute, alors j'écoutais en arrivant le podcast ديالك نتايا c'est mon chef بالخياط. Il a dit un truc. Je recommande à passer du salariat, faire SMITO. Ça se discute, oui. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Pas le chemin je que regrette tu as pris. C'est pas le chemin que tu as pris. Je regrette. J'aurais aimé voir déjà à quoi ressemblerait en fait, le fait de travailler chez quelqu'un et travailler dans une entreprise. Ouais. Je n'ai aucune idée de qu'est-ce que ça fait, en fait. J'ai jamais vécu ça. Et je ne pense pas pouvoir le vivre un jour. Mais voilà. En fait, c'est pas je veux devenir entrepreneur, qu'est-ce que je fais? C'est le contraire. Là, je me suis retrouvé... Moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat avant même de savoir ce que c'était que entreprendre. Je veux faire quelque chose, bon, donc je suis entrepreneur. Exactement. Voilà. Quand tu as une idée, un truc concret, parce que je sais pas comment expliquer ça, mais si je reçois énormément de messages, mais des jeunes, des moins jeunes, etc. Je veux devenir entrepreneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais alors que ça marche pas comme ça? Parce que finalement, necessity is the mother of invention. Donc, c'est اشنا هي هذيك الحاجه اللي باغي دير c'est quoi ta solution pour gagner? Parce que finalement, c'est quoi l'objectif? C'est faire le business qui te permet de vivre dignement. Pour moi, c'est ça l'entrepreneuriat. C'est ça a démarré, en tout cas pour moi, ça a démarré comme ça. Un truc, j'ai un savoir-faire. L'économie cognitive, un savoir-faire. Tu as un savoir-faire et que tu arrives à monétiser d'une façon ou d'une autre. Maintenant, il y a des trucs que tu fais en solo, il y a des trucs où tu as besoin de plus d'aide. Mais ماشي غادي نجي نقول انا بغيت نشوف لا فورم اي non شنو هي هاد الحاجه اللي باغي دير et forcément est-ce que tu as la capacité ديك الساعه financière, mentale, psychique de le faire تماك فاش بقى. Maintenant un entrepreneur, oui, bien sûr, c'est un personnage qui apprend, qui continue à apprendre. Et c'est souvent le profil من راسو en fait il veut améliorer كيشوف الحاجه كيبان ليه المشكل en fait par défaut كيشوف المشكل il essaie de trouver des solutions كيفاش يبريكولي هنايا donc la résolution de problème ديما كتكون et واخا هكا كتجي كتلقى des profils des entrepreneurs totalement différents mais هما qui réussissent. Donc il y a pas le type de personnage qui réussit ou qui réussit pas. Après chacun at the end of the day le Maghreb ou ailleurs, parlons du Maroc, il y a de plus en plus d'entrepreneurs connus et moins connus, des gens qui font de l'entrepreneuriat depuis 50, 60 ans, des gens qui ont transformé des Tarbeka en une des plus grosses boîtes في المغرب. Donc tu penses à des noms comme Miloud Chabi, Allah yarhamou, tu penses à plein d'autres grands entrepreneurs. Encore une fois, بداو كاين اللي قرا كاين اللي ما قراش مي كل واحد كيفاش كيسميتو ومي كتجي كتشوف عاوتاني encore une fois c'est un entrepreneur peut se planter, un entrepreneur se plante. Il ne peut pas réussir film martidje, mais ce qui est sûr, c'est que plus il entreprend, plus il gagne en fait une certaine crédibilité, un certain poids, et une aisance à كيف يفهمها طايره en fait. فهمتي واحد اخر اللي سميتو dans ta tête عارف اللي خدام tu fais des petits shortcuts rapidement في مخك tu avances de plus en plus vite. Exactement. انا دابا سميتو le ranch كيجي واحد un professionnel du mais انا je ne suis ni architecte ni هذا ni بناي ni سميتو
franchement, je me félicite de ce milieu. Ça a été fait avec... Si j'avais fait ça 10 ans plus tôt, ما غنوصل حتى الربع ديال هادشي اللي وصلت ليه. حيت كاين l'apprentissage ديال l'entrepreneuriat en général. Résoudre le problème, avancer, etc. كما قلت لك encore une fois, هذيك l'ouverture d'esprit كيبدا كيبان لك واحد البلان في شي شكل. Très intéressant. Avant de finir, est-ce qu'il y a un sujet ما هضرناش عليه tu voudrais, je sais pas, qui est important ما هضرناش عليه, on l'a oublié? Écoute, c'était le petit anecdote كما قلت لك ديال سميتو après. Ouais. Non, parce que il y a pas que c'est pas la vie en rose, hein. Donc il y a des difficultés, كاين مشاكل. Donc du coup حنايا دابا un des problèmes que plusieurs هذا c'est الناس اللي يخدموا en fait. Il y a de plus en plus de difficultés à recruter du monde, à trouver du monde, à recruter du parce que déjà les غادي تلقى سميتو une bonne partie دابا ولا كيمشيو justement l'entrepreneuriat donc pour trouver هذاك شي واحد اللي باغي يخدم. c'est de والمشكله c'est que si tu veux faire plein de choses, si tu as envie de il te faut des gens sur qui tu peux compter, des gens qui vont t'accompagner, des gens qui vont t'épauler, etc. Donc le sujet est très important. C'est ouais. Toute industrie confondue. Dans tout ce que tu as fait. Tout partout. C'est de plus en plus difficile, c'est moi. Les 15-20 ans, les directifs l'entrepreneuriat. Ouais. OK. C'est toujours aussi compliqué, toujours là. Bon, alhamdoulilah, nous heureusement que Daf Genius, pas que Genius, alhamdoulilah, gars, les gens avec qui je travaille, c'est des gens qui sont avec moi depuis 20 ans, depuis 15 ans, depuis toutes les boîtes, que ça soit de باقي عندي الناس اللي يخدموا معايا depuis 2016. Et des gens qui évoluent, des gens qui بداو le premier jour comme livreur ou la سميتو هنايا ولا دابا responsable achat ولا كل واحد فين كيوصل le range pareil les واحد ولا عساس فين ولا هذا ولا غادي كيطلع. Tu trouves des gens à qui tu peux faire confiance. Et du coup, j'ai tout intérêt à ce que quelqu'un grandisse معايا ولا كل ساعة نبدا نجيب واحد جديد كل واحد نبدا سميتو. دابا غير pour trouver هذيك la personne sur qui tu peux compter, c'est compliqué. Écoute, hyper intéressant. Merci beaucoup, Hamza. D'abord, avant de finir, peut-être ceux qui veulent découvrir le ranch, c'est quoi le site internet Le ranch, theranch.ma. Theranch.ma pour découvrir le ranch, comment ça se passe, etc. Il y a le film qui sort bientôt. Alors, qui sera sorti peut-être soit lorsqu'on va publier ou là quelques jours plus tard. Ouais. En tout cas, donc, il sort en fin février. Le 25 février, Inch'Allah. Le 25 février 2025. Et donc, voilà, tout le monde pourra voir le film pour découvrir toute l'histoire. Et si Wahed, s'il veut te contacter, où est-ce qu'il peut te contacter? LinkedIn. Instagram. LinkedIn, mais LinkedIn, ça fait, c'est parfait. Écoute, merci beaucoup. C'était un plaisir de discuter, d'avoir toutes tes réponses. Très intéressant. Et Inch'Allah, tu reviens quand tu veux. C'est gentil. Merci, Hamza. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, abonnez-vous à la chaîne. Et comme vous le savez, on est sur YouTube, mais aussi sur Spotify et Apple Podcasts. Donc partagez Next Wave autour de vous pour nous aider à faire connaître ces podcasts.